Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, bonsoir. Avant toute chose, je voudrais remercier chaleureusement mes collaborateurs et néanmoins amis Georges Cugbot et Michel Laurin pour l'organisation de ces 3 journées. Je voudrais y associer aussi toutes celles et tous ceux au sein du laboratoire, comme ici même au collège, qui se sont dévoués pour leur bon déroulement. L'idée de ce colloque est née de la combinaison entre 2 traditions. D'une part, celle des séminaires de chaire du Collège de France, qui nous fait obligation d'organiser chaque année une réunion scientifique originale et, nous assure-t-on, de haut niveau. D'autre part, d'une tradition suisse dont m'a informé notre ami le professeur Michel Montbaron, ici présent, et qui consiste à entourer un collègue au moment de son départ en retraite sous forme d'un séminaire évoquant souvenirs, travaux en commun, projets en cours, bref, tout ce qui peut rapprocher les acteurs au sein d'une communauté scientifique donnée. C'est ainsi que ce séminaire de la chaire de biologie historique et évolutionnisme 2009-2010, qui doit être le dernier, a pris tout naturellement la configuration que nous avons appréciée au cours de ces 3 journées. D'une part, une réflexion d'ordre général sur certains grands thèmes ou grands champs scientifiques qui m'ont motivé pratiquement depuis l'enfance, je dois dire, l'amour des dinosaures ou des libellules ou des tritons venant en général très tôt dans la vie. D'autre part, un approfondissement scientifique significatif concernant l'état de l'art dans une spécialisation en apparence étroite, voire ésotérique, de la paléontologie des vertébrés, la paléohistologie osseuse, dont j'ai fait ma spécialité. C'est ainsi qu'un nombre significatif de collègues, dont beaucoup sont des amis très chers, qui n'ont pas hésité à entreprendre de lointains déplacements, se sont trouvés ici réunis pour apporter à ces journées leur substance et leur richesse scientifique. À tous, je dis ma très profonde gratitude. Non seulement à ces collègues avec qui nous travaillons depuis de très nombreuses années, mais aussi et surtout peut-être je suis assez ému par le nombre de jeunes chercheurs qui ont voulu participer à ces journées et qui me montrent ainsi qu'au-delà de la postérité génétique, il peut exister une postérité scientifique, celle-ci valant bien celle-là à certains égards. Mesdames et messieurs, je suis tenu par les règles de faire mon exposé en français, mais évidemment, pour mes collègues et amis anglophones, j'ai préparé de manière totalement minimaliste un petit plan de mon exposé. La leçon inaugurale au Collège de France est passée depuis longtemps au nombre de ces exercices obligés qui scandent la vie intellectuelle et universitaire, voire même parfois médiatique dans notre pays. La mienne a été prononcée le 6 mai 1996, il y a donc 14 années, dans un modeste amphithéâtre maintenant disparu, qui était alors le seul disponible, compte tenu des grands travaux qui ont abouti au rajeunissement décisif de notre Collège de France, comme vous pouvez l'apprécier. Je voudrais saluer à cet égard la ténacité de nos administrateurs successifs vis-à-vis de nos tutelles, et particulièrement celle de Jacques Glowinski, qui, je crois, est parmi nous aujourd'hui. C'est pourquoi je me trouve en situation aujourd'hui de vous parler dans un cadre rénové, bourré d'informatique, et en profitant des ressources offertes par les techniques d'enregistrement modernes qui avaient manqué à ma leçon inaugurale. Certes, la leçon de clôture pourrait se prêter elle aussi à un exercice rhétorique formalisé, mais il semble que la tradition soit moins contraignante en la matière que pour la leçon inaugurale. De toute façon, comme je n'avais pas respecté certains canons de la leçon inaugurale, faute notamment de véritables devanciers au Collège de France, il n'y a aucune raison pour les respecter davantage aujourd'hui.
Je voudrais donc vous parler très librement de sciences, d'enseignement et de recherche au fil d'un parcours d'une vie et en profiter pour exprimer au passage certains points de vue personnels et sans doute politiquement incorrects sur la façon dont, à mon sens, les choses vont ou ne vont pas dans la recherche, dans l'université ou ailleurs. J'aurais pu fonder mon propos sur la tentative de mémorisation chronologique de ma carrière, qui est vraiment longue, puisque je suis entré au service de l'université comme assistant stagiaire en 1961. J'avais alors 23 ans, et c'était donc il y a pratiquement 50 ans. Je me contenterai plutôt de quelques flashs que j'espère éclairants, car ce qui peut être intéressant aujourd'hui, ce n'est pas de remémorer une carrière, c'est de discerner, au fond, rétrospectivement, les interactions entre une certaine personnalité et un certain environnement à un certain moment. Interactions soit porteuses d'innovation, soit au contraire stérilisantes. À certains égards, c'est un peu le problème que nous avons vu au cours de ces 3 journées d'ailleurs. Premier flash. Comment travaillait-on dans un laboratoire universitaire parisien de biologie au début des années 1960 ? À certains égards, la distance avec l'actuel est incommensurable. Au laboratoire d'anatomie et d'histologie comparée de la Sorbonne, dirigé par le professeur Marcel Prenant, grand résistant, déporté, on était dans un environnement rappelant davantage un salon bourgeois de style Napoléon III, avec un lourd mobilier en chêne, qu'un laboratoire au sens moderne. Bref, l'anatomie comparée était dignement établie dans ses meubles. On travaillait sans le savoir dans un environnement à la fois archaïque et extrêmement bien doté, apte à soutenir à long terme un enseignement abondant mais très formaté de la zoologie des vertébrés, préparant en fin de compte au concours de l'agrégation. La recherche avait une vocation fortement cumulative et descriptive, telle que celle qui fournissait la matière du grand traité de zoologie alors élaboré par Pierre-Paul Grasset. Comme l'a excellemment rappelé François Meunier l'autre jour, il n'existait pas d'équipe de recherche. Chacun vaquait exclusivement à son sujet personnel. Il n'y avait pas de réunion de laboratoire, ni de programme de recherche. Le seul dénominateur commun du laboratoire était l'usage généralisé d'une seule et même technique, la microscopie optique et son support, l'histologie classique à la paraffine et ses quelques prolongements histochimiques. Le dessin à la chambre claire, finalisé à l'encre de Chine, constituait encore l'essentiel des illustrations. L'enseignement technique de l'histologie était pratiqué dans une salle du sous-sol de la vieille Sorbonne, dans des conditions assez folkloriques, qui feraient aujourd'hui s'évanouir d'horreur la moindre commission d'hygiène et de sécurité. C'est dans ce contexte que j'ai fait mes premiers pas dans la recherche. Aussi, dois-je avouer que l'histologie a longtemps véhiculé pour moi le sentiment d'une recherche assez traditionnelle, voire obsolète et peu stimulante. C'est donc avec un étonnement mêlé d'ironie que je vois maintenant certains jeunes chercheurs d'aujourd'hui s'intéresser à nouveau à ces techniques et chercher à les mettre en œuvre, mais cette fois bien sûr dans le contexte de questionnements très contemporains. C'est que la roue a tourné. La demande actuelle en expertise histologique exprime les bouleversements rien moins qu'harmonieux subis par l'enseignement et la recherche universitaire au cours des décennies récentes. Pour le dire très vite, avec le développement à marche forcée de la biologie moléculaire à partir des années 70, on en est arrivé à négliger par trop l'étude structurale et fonctionnelle des organismes et de leurs constituants tissulaires et cellulaires. Des pans entiers de connaissances et de pratiques scientifiques qui n'avaient nullement démérité ont été jetés aux orties. La reconstitution post-68 Tarbes de l'université a aussi entraîné des conséquences pratiques parfois terribles. Quand massification rime avec paupérisation, la pression sélective s'accroît souvent au-delà du supportable. Combien de disciplines traditionnelles, et jusque-là bien assises dans l'écosystème universitaire, telles que la zoologie et la botanique, se sont-elles trouvées soudain contestées, jusque dans la légitimité de leur existence même à l'université, et rapidement dépouillées de presque tous leurs moyens. Le premier choc pétrolier de 1974 a sonné la fin des recrutements et le creusement dans ces domaines d'un dramatique trou de génération
dont les effets sont encore actuellement patents. Ainsi, les sciences morphologiques sont-elles relativement tombées en friche, et ce n'est que depuis une quinzaine d'années seulement que le développement de la biologie moléculaire elle-même a rendu indispensable un retour de l'organisme et de la morphologie, notamment dans le cadre des problématiques évo-dévo. De fait, la mise en évidence in situ de l'expression des gènes a réouvert un avenir passionnant à la morphologie et à l'histologie. Ainsi, en pratique, ma génération aura-t-elle représenté une structure de transition plus ou moins sacrifiée, dont la survie institutionnelle à l'université a tout juste été tolérée pour véhiculer le peu de ce qui pouvait sembler encore valable dans l'ancienne histoire naturelle au profit de la nouvelle biologie. La surprise est venue du fait qu'au travers de ce processus de transmission minimaliste, les sciences morphologiques et systématiques se sont retrouvées entièrement transformées et rajeunies, tel le phénix renaissant de ses cendres. Donc, pour reprendre le fil de mon histoire personnelle, interférence plutôt négative en tout début de carrière avec l'histologie traditionnelle. Second flash. Après l'histologie, j'avais rejoint le 3e cycle de paléontologie, conjointement organisé au Muséum par les professeurs Lehmann et Anthony, à l'université par Jean Pifteau, Charles de Villers et Yves François. Là, ce fut l'émerveillement intellectuel et aussi le début d'indéfectibles liens avec une génération entière de paléontologues dont certains me font l'amitié d'être ici aujourd'hui. Je citerai Louis de Bonis, dont on a déjà parlé, et Philippe Taquet, si présent, maintenant respectable membre de l'Institut, mais alors grand maître des chorales d'une mystérieuse association estudiantine de jeunes paléontologues dont les réunions n'étaient pas tristes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la conjonction de ma formation d'histologiste et de mon attrait pour la paléontologie, combinée avec l'apprentissage des techniques de l'âme mince, qui allait conditionner toute ma carrière en faisant de moi un paléohistologiste, interférence positive. 3e flash, décennie 60. Au-delà des centaines d'heures de salles de dissection, c'est la découverte des vertus pédagogiques irremplaçables du dessin. Je reste convaincu que le dessin organise des circuits entre l'œil, le cerveau et la main qui laissent tous les PowerPoint du monde loin derrière. C'est aussi la découverte, autour de l'ami Jean-Pierre Raffin, de la dimension des impératifs environnementaux et de l'introduction indispensable de l'écologie scientifique dans les enseignements. Décennie 70. C'est la lutte pour introduire l'analyse phylogénétique dans les enseignements, et plus généralement du combat pied à pied pour la survie des disciplines naturalistes dans la nouvelle université post-68arde. Profond désenchantement face aux réalités administratives et humaines du monde universitaire français. Interférence négative. Découverte des États-Unis et forte tentation d'y rester. Interférence positive. À mon retour, j'obtiens l'achat d'une machine à traitement de texte. Comme on disait alors, c'est le premier ordinateur du laboratoire qu'il faut partager entre 5 équipes. Décennie 80, évolution et développement. De la conférence d'Alem à Berlin à la construction, avec l'ami Jean-Pierre Gasque et tant d'autres, d'un DEA réunissant un grand nombre de disciplines et d'établissements autour de l'évolution, sans négliger les sciences morphologiques en général et la paléontologie en particulier. Interférence positive. Et à cet égard, je dois quand même donner un hommage certain à l'aide que nous a apportée le CNRS pendant toutes ces années. Sans ce soutien, notre équipe n'aurait pas survécu. Aucune des équipes universitaires qui nous entouraient à ces époques n'ont pu survivre. Décennie 90, molécules et morphologie, ou comment réconcilier naturalistes et molécularistes autour de la phylogénétique. Interférence positive. Verrions-nous enfin la fin du tunnel pour les sciences morphologiques? À toutes ces étapes de ma carrière, et à côté de la recherche, je ne peux oublier la permanence des impératifs de l'enseignement. Les contraintes énormes qu'il m'a imposées, mais aussi les joies à le pratiquer à l'université, comme plus tard au collège, ainsi que dans d'autres circonstances. L'enseignement, chacun sait, c'est paroles offertes.
s'en saisit qui veut, qui peut. Si j'ai contribué à la transmission de connaissances valables, parce que renouvelées, entre les générations, voire à orienter quelques esprits dans les voies scientifiques qui m'ont passionné, j'espère que j'aurai rempli la mission principale que la société m'avait confiée. Un mot enfin à propos du Collège de France. Il n'y a pas eu de jour depuis mon élection dans cette belle maison où je n'ai été conscient de la chance que j'avais eue de la rejoindre et des obligations que comportait ma charge. Parmi les ambitions promises à ma chère, il fallait contribuer à normaliser les liens, par trop distendus en France, entre une biologie naturaliste de la biodiversité et une biologie réductionniste de la fonctionnalité. De fait, aidé par le cours naturel de l'évolution récente de la biologie, comme par la demande sociétale, je crois en toute conscience avoir contribué, de façon modeste mais positive, à de tels rapprochements. En fin de compte, j'ai publié, bien que biologiste, bien davantage sur le fossile que sur l'actuel. Et bien que les diverses approches de la biologie évolutionniste restent absolument indissociables dans mon esprit avec la paléontologie, j'y reviendrai, c'est de paléontologie plutôt que d'évolutionnisme au sens strict, déjà si largement abordé au Collège de France au cours de cette année Darwin qui s'est achevée donc, que j'ai envie de vous parler ce soir. Comment considérer aujourd'hui l'avenir de la paléontologie ? Je ne vais absolument pas faire la publicité de ce qui nous a mis ensemble pendant ces 3 journées, c'est-à-dire les thèmes qui m'attirent particulièrement dans le domaine de la paléontologie. Je voudrais essayer d'élever ma réflexion à une approche un petit peu plus globalisante. Il me semble que globalement, et sous réserve d'un effondrement culturel brutal de la civilisation mondiale, hypothèse que l'on ne peut malheureusement jamais exclure, cet avenir de la paléontologie devrait être brillant. Jamais sans doute le nombre de paléontologues n'a été aussi élevé. Les réunions annuelles de la seule Société de paléontologie des vertébrés dépassent allègrement le millier de congressistes. Et la répartition mondiale des spécialistes est dès à présent accomplie. De nouvelles nations scientifiques majeures, telles que l'Argentine, la Chine ou l'Inde, pour ne citer que quelques noms, ont désormais rejoint, voire largement dépassé, par le nombre de leurs chercheurs, les pays occidentaux de vieille tradition scientifique. La paléontologie a réussi sa mondialisation. Celle-ci s'accomplit d'abord sur le terrain, avec des prospections fructueuses conduites désormais jusque dans les régions les plus reculées ou inhospitalières de la Terre, et souvent par des équipes multinationales, ce dont il faut vivement se féliciter. Les résultats scientifiques s'accroissent rapidement, en qualité et en quantité. Au temps de Darwin, les carences de la documentation paléontologique au plan mondial avaient sérieusement limité l'appui que les données fossiles pouvaient fournir alors à l'évolutionnisme darwinien. Depuis ces temps lointains, la reconstitution objective de l'histoire évolutive de la vie, fournie par la paléontologie, a accompli des progrès presque inimaginables. Des milliers de fossiles bien localisés dans le temps et l'espace témoignent désormais de combinaisons originales d'états de caractère, comblant au fil du temps profond les immenses lacunes morphologiques séparant les grands groupes survivants dans la nature actuelle. En outre, ces recherches nous ont révélé une biodiversité fossile inouïe, avec des organismes étonnants, originaux, à proprement parler inimaginables, et qui ne constituent nullement des intermédiaires conduisant aux formes actuelles. De plus en plus souvent, la précision de la documentation déjà accumulée oriente la recherche sur le terrain. C'est le fossile au rendez-vous du calcul, comme on disait déjà quand j'étais étudiant, mais cette aptitude à la prévision scientifique s'exerçait surtout alors dans une simple perspective biostratigraphique. Un exemple récent en est la découverte de Tiktaalik dans le Dévonien du Canada arctique, dans des couches âgées d'environ 375 millions d'années. Ce poisson à pattes
constituant un intermédiaire structural et temporel très satisfaisant entre Pandérictis, resté un petit peu plus ictien, d'une part, et Acanthostega, un petit peu plus récent, et déjà un peu plus tétrapode, d'autre part. Sophie va bientôt le passer au scanner, je présume. La perspective cladistique est venue enrichir cette aptitude de la paléontologie à la prévision et à la testabilité dans une autre perspective, celle de la phylogénétique. Il s'agit de reconstitution de plus en plus objective et précise de l'histoire elle-même, exprimée par les métaphores commodes, mais désormais par trop simplificatrices, de l'arbre du vivant. L'analyse des relations phylogénétiques en paléontologie, c'est-à-dire la mise en évidence de l'apparentement relatif entre les taxons, conduit souvent à faire l'hypothèse de l'existence de lignées fantômes. Leur existence est inconnue dans la documentation fossile, mais elle est logiquement déduite des caractéristiques et donc de l'apparentement et de la répartition temporelle des lignées connues. Les lignées fantômes sont donc des êtres de raison virtuels, indispensables à la mise en cohérence de l'ensemble des données disponibles. Autrement dit, ce sont aussi des hypothèses testables, répondant au canon expérimental du « if, then ». Ces hypothèses sont potentiellement testables par des découvertes de terrain, mais elles sont donc également aussi réfutables. Nous sommes donc bien dans le cadre d'une méthode purement scientifique. Certes, la paléontologie, comme l'a brièvement mais précisément rappelé hier Claudine Cohen, en tant que science d'abord historique, ne peut que mimer assez imparfaitement l'épistémologie hypothético-déductive des sciences expérimentales. Celle-ci, limitée au temps court, dispose pour l'administration de la preuve de toutes les ressources fournies par des expérimentations indéfiniment répétables ou modifiables. En revanche, les sciences historiques, parce qu'elles travaillent dans la diachronie, sont privées de toute véritable répétabilité autre qu'analogique et ne peuvent pratiquer le test expérimental. Cependant, comme on vient de le voir, les sciences historiques disposent quand même d'aptitudes considérables aux tests. Et dans la mesure où ces tests sont capables de réfuter, voire de conforter des hypothèses, on peut considérer avec confiance tout le domaine de l'historicité comme partie intégrante et légitime de la science. Seule change au fond la nature du test dans le mode d'administration de la preuve. Au test expérimental se substitue dans les sciences historiques ce que l'on pourrait appeler avec Whewell le test par consilience additive. Comme le disait autrement Bergson dans L'évolution créatrice, l'hypothèse transformiste n'est pas démontrable rigoureusement, mais au-dessous de la certitude que donne la démonstration théorique ou expérimentale, il y a cette sorte de probabilité indéfiniment croissante qui supplée l'évidence et qui y tend comme à sa limite. Tel est le genre de probabilité que le transformisme présente. Eh bien, Bergson définit ainsi très clairement, à propos de l'évolution biologique, la méthode d'administration de la preuve commune à toutes les sciences historiques et donc évidemment à la paléontologie. Je ne saurais, dans le cadre de cette leçon, passer en revue toutes les spécificités et sous-disciplines de la paléontologie, ni tous les domaines de connaissances qui s'y rattachent plus ou moins directement. Je voudrais seulement évoquer ici, à titre d'exemple, quelques domaines éloignés de mes propres sujets principaux d'activité et d'intérêt, je le précise, mais qui me paraissent quand même particulièrement porteurs d'avenir pour la discipline en général. Première considération, le domaine de la paléobiogéographie mobiliste. L'acceptation générale de la tectonique des plaques depuis la fin des années 60 a été sensiblement de pair chronologiquement avec celle de l'analyse phylogénétique communément appelée cladistique. En fait, dès l'origine, avec les travaux de Hennig lui-même et surtout ceux de Lars Brundin, les deux domaines avaient noué d'emblée des relations intellectuelles de complémentarité tout à fait remarquables. L'œuvre de Robert Hofstetter demeure indissolublement liée à la réception en France de ces approches alors toutes nouvelles.
Depuis, toute une paléobiogéographie de la vicariance s'est développée et nous en avons eu d'excellents exemples et discussions au cours de ces journées. Mais il me semble probable que ce riche domaine exigera encore des élaborations théoriques considérables. L'enjeu est de taille, celui de la reconstitution, à chaque époque, de la dimension spatiale du gigantesque puzzle spatio-temporel représenté par le développement de l'arbre du vivant, tant dans les domaines marins que dans les milieux continentaux. À mon sens, et pour me limiter au phanérozoïque, c'est-à-dire les derniers 545 millions d'années qui nous séparent de ce qu'il est convenu d'appeler l'explosion cambrienne, on doit encore s'attendre dans ce domaine de la paléobiogéographie à de grandes découvertes qui seront aussi des surprises de taille et à une multitude de surprises de plus faible ampleur qui permettront de préciser progressivement la répartition spatiale des clades et des biotes. Bien entendu, tout cela exigera une conciliation permanente des découvertes paléontologiques avec les données indépendantes issues de la géologie stratigraphique et de la géophysique. Un autre domaine général qui me semble porteur de développement considérable est celui de la paléoécologie, qui ne peut être dissocié de la paléogéographie et de la paléoclimatologie. Comment, à partir de données fossiles disponibles, reconstituer valablement les paléoécosystèmes, évaluer les productivités, les biomasses, les pyramides trophiques. Bien entendu, là comme ailleurs, l'approche actualiste constitue un garde-fou indispensable. Les écosystèmes terrestres actuels nous fournissent des modèles, des données, des valeurs de paramètres d'une irremplaçable utilité. Mais justement, le problème de la paléoécologie est de faire varier ces paramètres de façon aussi crédible et précise que possible pour en tirer des modèles applicables aux écosystèmes révolus. Ces mondes disparus, pour reprendre une expression favorite de Jean Pifteau, au fur et à mesure qu'on les modélisera avec une précision croissante, prendront de plus en plus d'intérêt, non seulement pour une hypothétique exobiologie sur des exoplanètes, mais très concrètement, ici et maintenant, pour l'étude du global change qui polarise désormais à juste titre l'attention des décideurs, tout en suscitant parfois une angoisse peu constructive dans les populations humaines. Les écosystèmes globaux du Paléozoïque ou du Mésozoïque ont constitué sur notre Terre elle-même de véritables expériences alternatives, en vraie grandeur, relativement au monde actuel, et qu'il nous importe très concrètement d'analyser en détail. Quelle est la rémanence d'un système écologique global face à telle ou telle perturbation ? En quoi des effets de seuil, liés par exemple à des variations pourtant lentes de la paléogéographie, seront-ils susceptibles à un moment donné de modifier brutalement courants marins et aériens, climat et productivité locale et générale ? De ce point de vue, je vois dans divers aspects de la paléontologie, armés des puissants outils microstructuraux, géochimiques et isotopiques désormais disponibles, une science non pas seulement d'un intérêt académique puissant, mais aussi un champ aux retombées pratiques potentiellement considérables, ainsi d'ailleurs que les micropaléontologues de la recherche pétrolière nous l'avaient déjà amplement démontré depuis longtemps dans leur propre domaine. Un autre domaine qui me semble devoir prendre une grande importance pour l'avenir de la paléontologie est le développement des études sur les périodes très anciennes précédant l'explosion cambrienne, en particulier le néoprotérozoïque qui s'étend sous le Cambrien jusqu'à il y a environ 1 milliard d'années. On connaissait certes déjà depuis longtemps les faunes étranges de type Ediacara, mais la découverte de nouveaux gisements extraordinaires, combinée avec de nouvelles techniques d'étude, me semble placer la paléontologie en situation de documenter beaucoup plus qu'autrefois des étapes vraiment très anciennes de l'histoire du vivant. Les terrains de jeu sont situés en Chine, mais aussi en Australie, en Namibie, en Mauritanie ou dans les Rocheuses canadiennes. J'avoue avoir été très impressionné lors de mon séjour en Chine en juin 2006 par l'ampleur du développement des programmes de recherche internationaux s'intéressant au néoprotérozoïque. Pourquoi cette explosion apparente de la biodiversité fossile avec le début du Cambrien il y a 545 millions d'années ? Les explications sont à rechercher, au moins en partie,
dans les conditions environnementales ayant précédé cette explosion et dans leur changement peu avant le Cambrien. La connaissance des séquences sédimentaires de ces périodes est en train de faire des progrès immenses au niveau mondial, de même que les datations absolues des terrains et l'évolution des signatures isotopiques pouvant révéler des variations climatiques globales. Une des hypothèses absolument fascinantes concernant l'environnement au cours du néoprotérozoïque est celle de la Terre boule de neige, avec des surfaces océaniques gelées jusque dans les régions équatoriales, expliquant la puissance des dépôts de diamictite au fond des océans. La fin des épisodes froids serait marquée mondialement par un changement brutal des dépôts sédimentaires. Au diamictite succèdent des caps carbonates, souvent dolomitiques, et présentant des séquences lithologiques très typiques retrouvées mondialement. Signifiant le réchauffement climatique, ils contiennent localement les premières faunes et flores, algues, lichens, microcoquilles, précédant immédiatement les premières faunes cambriennes. En Chine même, pas très loin du barrage des Trois Gorges, on peut suivre une magnifique série fossilifère continue du protérozoïque terminal au Cambrien. Plus au sud, des gisements de phosphate conservent d'extraordinaires microfossiles d'étapes embryonnaires de développement et surtout de triploblastiques généralisés datant de 50 millions d'années avant le Cambrien. Il est évident que l'application à tous ces fossiles précambriens des nouvelles techniques permises par la lumière synchrotron, les reconstructions 3D virtuelles et les analyses chimiques in situ hyperfocalisées aux dimensions moléculaires est en train d'ouvrir un nouveau chapitre passionnant pour la paléontologie de demain. Ces considérations me conduisent naturellement à la dernière partie de mon exposé. Que penser de la paléohistologie et de son avenir ? Les nouvelles techniques d'imagerie virtuelle ont désormais atteint, on l'a vu tout à l'heure, le degré de précision histologique. Point n'est besoin désormais de sacrifier un original pour faire des lames minces si l'on dispose d'un faisceau synchrotron, ce qui n'est pas encore donné à tout le monde ni tout le temps. L'imagerie virtuelle peut ajouter en outre la troisième dimension, si péniblement reconstituée jusqu'à présent au moyen de préparations serrées ou de coupes orthogonales les unes aux autres. À côté de ces nouveaux développements techniques, qui permettront aussi de façon commode le passage en continu du niveau histologique au niveau micro et macro-anatomique, il est clair que les techniques de la mince conserveront encore longtemps une place importante, ne serait-ce que pour des préparations de grande taille. La multiplication des recherches va rapidement entraîner la nécessité très concrète de créer et de gérer des banques de données histologiques ou histothèques qui devront mettre en œuvre, pour consultation en ligne, toutes les ressources de l'informatique moderne. De plus en plus souvent, on constate que la description anatomique de nouveaux fossiles s'accompagne de descriptions histologiques plus ou moins détaillées, ce qui incite à une réflexion générale sur l'utilité et la pertinence des connaissances histologiques pour la paléontologie. Pendant longtemps, les pionniers de la paléohistologie ont été les rares spécialistes des vertébrés dits inférieurs, en fait les multiples clades d'agnates et de gnatostomes aquatiques anciens, principalement d'âge paléozoïque. Cette belle circonvolution est destinée, comme chacun sait, à éviter le nom de poisson qu'apprécierait beaucoup François Meunier, mais je ne veux pas quand même me risquer à une colère de Michel Lorrain. Les noms de Walter Gross et de Thor Hurvik pour la première moitié du XXe siècle viennent immédiatement à l'esprit, mais il faut noter que ces auteurs, ces acteurs majeurs de la paléohistologie des vertébrés inférieurs, illustraient une tradition de recherche qui, au travers de chercheurs comme Pander et Williamson, remontait avec Owen et Agassiz aux origines même de la paléohistologie. Chez les hétérostracés, ostéostracés, chondrichtiens, placodermes, acanthodiens, sarcoptérygiens et actinoptérygiens anciens, bref des poissons, il existe des tissus minéralisés spécifiques ainsi que des combinaisons particulières de tissus osseux et dentaires caractéristiques de ces divers groupes systématiques. Il n'est donc pas surprenant que la paléohistologie se soit d'abord développée dans ces domaines,
car elle fournissait des caractères diagnostiques utiles à la reconnaissance systématique des fossiles, hors de toute considération paléobiologique. François Meunier a évoqué hier toute la richesse de cette paléohistologie des vertébrés aquatiques, un exemple très actuel étant la controverse sur la signification des tissus minéralisés des conodontes, selon qu'on admette ou non leur homologie avec ceux des vertébrés. Chez les tétrapodes, à partir du Dévonien, la perte apparente, voir ce qui a été montré ce matin, la perte apparente de tout composant dentaire dans le dermosquelette, hormis les dents, contraint de s'intéresser soit qu'au tissu dentaire des dents elles-mêmes, soit au tissu osseux et cartilagineux. Là encore, l'espoir était initialement de découvrir des caractères histologiques qui seraient diagnostiques de l'appartenance systématique. Concernant l'os fossile, de telles enquêtes débutèrent dès le XIXe siècle avec des chercheurs tels que Gervais et Kiprianov, mais il fallut se rendre à l'évidence. Les caractères histologiques de l'os se révélaient d'un bien faible intérêt systématique. C'est pourtant l'espoir naïf de découvrir des caractères histologiques diagnostiques de la lignée mammalienne ou synapside qui me fit débuter mes propres recherches paléohistologiques au cours des années 60, espoir bien vite déçu. Chaque année encore, débutent des programmes de recherche visant à extraire du tissu osseux des critères systématiques. Il n'est pas exclu que de tels programmes débouchent en fin de compte, au moins à un certain niveau systématique, mais si c'est le cas, ce sera au prix d'un énorme investissement en morphométrie tissulaire et cellulaire, ainsi qu'en analyse statistique. Pour moi, il est impossible de séparer la paléohistologie de recherches de nature purement biologique à réaliser sur les organismes actuels. Qu'il s'agisse de biologie du développement, de morphologie comparative ou d'histophysiologie. Ce sont ces recherches, qu'elles soient comparatives ou expérimentales, qui constituent les modèles actualistes absolument indispensables à une interprétation non pas systématique, mais fonctionnelle des tissus squelettiques fossiles. Qu'est-ce qui se passe ? Au début de ma carrière, je me suis donc imprégné des travaux de chercheurs tels que Amprino ou Enlo, qui proposaient dans diverses perspectives des interprétations fonctionnelles de ce que j'ai appelé l'histovariabilité et l'histodiversité osseuse. Les différences tissulaires de l'os sont l'image et l'expression des multiples facteurs qui co-interagissent dans sa biologie. Qu'il s'agisse de l'ontogénie différentielle entre os différents, de dynamique locale ou générale de croissance, d'adaptation biomécanique, de durée de vie ou de contraintes environnementales variées telles que la cyclicité climatique, tous ces facteurs concourent aux caractéristiques tissulaires de l'os. De fait, en tant que tissu dur, l'os fonctionne comme une stratigraphie ainsi qu'un enregistreur spatio-temporel dont il nous a fallu tous apprendre petit à petit à décoder les messages qu'il a enregistrés au cours de sa propre ontogénèse, puis de son histoire adaptative ultérieure. Ainsi, les différences histologiques observées localement dans un squelette ou entre os homologues dans des espèces différentes ne sont pas seulement la conséquence et l'expression de la croissance, du modelage ou du remodelage osseux. Elles nous montrent plutôt en action les causes biologiques elles-mêmes de la spécificité de la croissance et de la mise en place de la forme locale au cours du développement. Autrement dit, l'analyse histologique de la diversité osseuse révèle la mise en jeu des facteurs biologiques agissant dans le temps et dans l'espace en tant que causes prochaines et efficientes des différences de forme et de taille observées entre organes et entre espèces. Ces facteurs biologiques sont assez facilement repérables et quantifiables. Densité vasculaire, densité et forme cellulaire, structuration des trames collagéniques, etc., etc. Ce que l'on a appelé la règle d'Amprino exprime les corrélations structuro-fonctionnelles d'ordre histophysiologique analysées expérimentalement ou comparativement chez les vertébrés actuels. L'étude comparative du tissu osseux, on en a vu de nombreux exemples, s'est ainsi révélée comme un fantastique carrefour transdisciplinaire, intégrant biologie du développement, biologie de l'adaptation biomécanique, histophysiologie, écophysiologie et microévolution. Elle offre des possibilités considérables pour décrypter les traits d'histoire de vie des différents vertébrés actuels.
Dans notre équipe, ces travaux ont été poursuivis par de nombreux de mes collaborateurs qui se sont surtout intéressés à ce que nous avions appelé la squelettochronologie, c'est-à-dire à la dimension temporelle des traits d'histoire de vie. Mais on peut aussi utiliser l'histologie osseuse comparée dans des voies différentes, comme on le fait en ce moment au laboratoire, par exemple pour étudier comparativement entre taxons proches la mise en place au cours du développement de caractéristiques morphologiques différentielles d'intérêt systématique ou fonctionnel. Les diverses possibilités d'utilisation de l'histologie osseuse des formes actuelles dans des perspectives variées, qu'il s'agisse des traits d'histoire de vie, d'écologie, de microévolution, etc., sont pratiquement infinies. Les principes d'uniformité et de parcimonie autorisent à étendre aux formes fossiles les interprétations fonctionnelles de l'histodiversité osseuse. Ainsi, la paléohistologie osseuse des tétrapodes a-t-elle pu développer sur ces bases au cours des 30 dernières années, se développer au cours des 30 dernières années, en proposant une approche nouvelle et indépendante de l'analyse des traits d'histoire de vie et de façon générale de la paléobiologie de nombreux tétrapodes fossiles. Ceux-ci peuvent être plus ou moins apparentés ou directement comparables aux formes actuelles. D'autres, peut-être plus fascinants, apparaissent sans équivalent direct dans la nature actuelle. Parmi ces derniers se situent évidemment les inévitables dinosaures. Plusieurs communications ont abordé plus ou moins directement le fameux problème de la physiologie thermométabolique des dinosaures, une question que j'avais soulevée dès 1968, justement à partir des données paléohistologiques. Depuis lors, on l'a vu, les arguments se sont multipliés, complexifiés, précisés, en même temps que les connaissances objectives sur la paléohistologie des dinosaures et groupes apparentés ont fait des progrès absolument considérables. Je voudrais évoquer à cet égard tout le bonheur que j'ai ressenti à coopérer avec mes collègues et amis Jack Horner et Kevin Padian pour explorer ensemble, à partir des années 90, le monde si divers de l'histologie des archosauriens, sujet, on l'a vu ce matin, qui est en bonne main. Je n'oublierai jamais les longues, exténuantes, mais combien excitantes séances de microscopie dans The Cave, le laboratoire histologique souterrain de Jack, dans les bas-fonds du Museum of the Rockies à Bozeman, Montana. La question de la physiologie des dinosaures ne peut être convenablement résolue tant qu'elle restera posée en termes simplistes de typologie physiologique opposée, encore proche de l'essentialisme d'Owen, au lieu de l'être dans le cadre transformationniste proposé par la théorie darwinienne de l'évolution, cadre lui-même bien analysé et exprimé par la méthodologie cladistique. Ainsi mise en perspective phylogénétique, la dichotomie endothermie versus ectothermie est intellectuellement fallacieuse dans la mesure où l'endothermie tachymétabolique des oiseaux représente la condition apomorphe la plus dérivée et l'ectothermie une condition plésiomorphe relativement à la précédente, c'est-à-dire recouvrant potentiellement n'importe quoi. La plupart des dinosaures non aviens n'étaient sans doute pas encore physiologiquement des oiseaux au sens strict, mais tous partageaient déjà avec eux un certain nombre de synapomorphies anatomophysiologiques. Il me semble, à tout le moins, que ce point de vue est désormais largement partagé et qu'un certain consensus scientifique actuel voit dans les dinosaures non aviens, en tant qu'êtres vivants, tout autre chose que de bons reptiles simplement agrandis d'un facteur 10 ou 20. De toute façon, ce simple changement de facteur d'échelle ne peut manquer, à lui seul, de faire des dinosaures des machines à vivre tout à fait différentes de l'image du reptile transmise à notre conscience par la seule considération des faunes actuelles. Quelle que soit la part de vérité ou d'erreur scientifique véhiculée par mes thèses, et au fond de moi, je reste absolument convaincu qu'elle recèle une large part d'exactitude, je n'éprouve absolument aucun sentiment de culpabilité. En effet, les interprétations que j'ai proposées se sont révélées avoir une valeur heuristique non négligeable, suscitant un regain d'intérêt mondial pour l'étude des dinosaures, y compris, bien au-delà de la paléontologie, de la part de physiologistes, écologistes ou géochimistes qui n'auraient pas eu autrement, je pense, l'idée de s'y intéresser. Tout cela a aussi contribué à modifier radicalement l'image que le grand public se fait désormais des dinosaures en tant qu'êtres vivants.
image désormais véhiculée par les médias et plus particulièrement par les étonnantes et dynamiques reconstructions informatiques du cinéma depuis les parcs jurassiques. Les nouveaux dinosaures sont donc arrivés au cours des années 70 et 80 avec leur cortège médiatique d'approximation, parfois de stupidité, mais aussi d'émerveillement. Que reste-t-il de science dans tout cela? Ne sommes-nous pas passés dans le domaine du merveilleux, voire de la pure fiction? Bob Baker et plus modestement moi-même, n'avons-nous pas été des apprentis sorciers, incapables de contenir le dinosaure endotherme dans son enclos scientifique? Peu importe après tout, les sociétés fabriquent les mythes qu'elles méritent, et tout ce que l'on pourrait souhaiter de la dinomania actuelle serait qu'un modeste pourcentage des bénéfices reviennent à la recherche paléontologique sérieuse. On en est encore loin. Pour conclure, peut-être venons-nous de participer, sans le savoir, au premier colloque international de paléohistologie des vertébrés, et je souhaite un plein succès à mes successeurs et particulièrement aux quelques jeunes courageux qui se montrent intéressés par ce domaine dont je n'ai fait qu'entrouvrir la porte. Merci de votre attention. Voilà, les choses sont terminées.